Le 7 novembre 1961. Écrit quelque chose. Ça m'a mis en face d'un problème parce que c'est le procédé que tu demandes. Au point de vue, à ce point de vue-là, n'est-ce pas? Mon impression pour les Védas, c'était pas ça. Parce que tu dis qu'ils sont arrivés, qu'ils sont entrés en transe et qu'alors ils ont essayé l'autre moyen. Quand moi j'ai lu, n'est-ce pas, ce que Sri Aurobindo nous en donne. Parce qu'autrement, directement, je ne sais pas. D'ailleurs, ils ne disent rien. Ils ne disent rien, n'est-ce pas? Mon expérience, ça, je la connais, je peux la dire en détail. D'après ce que Sri Aurobindo m'a dit, pour lui, c'était la même chose. Quoiqu'il n'ait jamais rien dit nulle part. Mais comme ça a été mon expérience, j'ai l'impression naturellement que c'est le moyen le plus simple. Parce que il y avait aussi ce que Théon et Madame Théon disaient, quoique je ne parlais jamais de supramental, mais ils parlaient de la même chose que les Védas. N'est-ce pas, le monde de vérité qui doit s'incarner sur la terre et créer un nouveau monde. Même, prenez la vieille phrase une nouvelle terre et des nouveaux cieux. La même chose que les Védas d'ailleurs. Madame Théon avait eu cette expérience et c'est elle qui m'a, pas positivement appris, mais indiqué comment on le fait. Où elle sortait de son corps et puis elle était consciente dans le monde vital, n'est-ce pas, avec beaucoup d'intermédiaires, mais ça c'était quand on voulait faire des investigations. Du vital, on sortait du corps consciemment, n'est-ce pas, on laissait son corps vital qu'on voyait, on sortait dans le mental. On laissait son corps mental, on sortait dans... Ils employaient d'autres mots, une autre
classification, enfin les mots étaient différents, je ne me souviens plus, mais l'expérience est identique. Et successivement, comme ça, elle sortait 12 fois de son corps. N'est-ce pas? 12 corps l'un après l'autre. Et elle sortait du corps et entrait dans la conscience du nouveau plan où elle se trouvait. Et avec elle était extrêmement formée, n'est-ce pas, individualisée, organisée. Elle avait toute l'expérience de l'entourage et de tout ce qui se trouvait là, elle pouvait le décrire. Et ainsi de suite. 112 fois, j'ai fait la même chose. J'arrivais même à le faire avec beaucoup de dextérité. Je pouvais m'arrêter à n'importe quel plan, faire circuler là, voir, étudier, noter. Et ma dernière étape, n'est-ce pas, lui, il appelait le dernier, ce qui était juste avant le sans forme, n'est-ce pas? Il avait presque la terminologie juive, n'est-ce pas, du suprême qui est sans forme. L'appelait sans forme. Et le dernier, juste de là, on passait au sans forme, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de corps à laisser, on était hors de la forme. Même toutes les formes de pensée, toutes les formes possibles étaient. Et ça, il l'appelait les pathétismes, qui est un mot très barbare, n'est-ce pas, mais qui était très expressif. Dans ce domaine-là, on avait l'expérience de l'unité totale, de l'unité dans quelque chose qui était l'essence de l'amour. L'amour était une manifestation il appelait toujours ça danse, n'est-ce pas, toutes les densités différentes. Mais l'amour était une expression plus dense de ça. Et ça, c'était le sens de l'unité parfaite. L'unité parfaite, identité avec. Et ça n'avait plus du tout aucune forme qui correspondait au monde inférieur. Vous savez, c'était une lumière. Une lumière presque parfaitement blanche, mais avec quelque chose qui ressemblait à un rose doré, mais, n'est-ce pas, les mots sont gros, grossiers. Cette lumière-là et cette expérience-là était vraiment merveilleuse, n'est-ce pas, dans le sens qu'elle était inexpressible en mots. Et alors, c'est qu'une fois que j'étais là, n'est-ce pas, eux, ils disaient qu'il ne fallait pas passer de l'autre côté parce qu'on ne revenait pas. Mais une fois que j'étais là, j'ai voulu passer de l'autre côté,
Et alors, je me suis trouvée d'une façon tout à fait inattendue et stupéfiante en présence d'une, ce qu'on pourrait appeler le principe, un principe de la forme humaine. Ça ne ressemblait pas à l'homme dans le sens que ça n'avait rien de ce que nous voyons, mais c'était une forme qui se tenait debout juste à la frontière, n'est-ce pas, entre le monde des formes et le sans forme. Et c'était comme un étalon. À ce moment-là, on ne m'avait jamais parlé de ça, et Madame Théon ne l'avait jamais vu, personne n'avait rien vu, n'avait rien dit. Mais j'ai senti que j'étais en train de découvrir un secret, n'est-ce pas? Et après, quand j'ai rencontré Théon, Siobindou, quand j'ai rencontré Siobindou et que je lui ai parlé de ça, alors il m'a dit c'est sûrement le prototype de la forme supramentale. Je l'ai revu plusieurs fois ensuite, plus tard et tout ça. Et ça a été prouvé. Mais ça, c'était naturellement. Tu comprends, une fois qu'on fait ça, il n'y a plus de montée et de descente. C'est seulement au départ pour sortir de la conscience terrestre, n'est-ce pas, jusqu'au mental supérieur. C'est là qu'on a l'impression de s'élever, n'est-ce pas? Mais une fois qu'on a dépassé ça, il n'y a plus cette notion de s'élever. Non? C'est une sorte de transformation intérieure qui se produit. Et de là, je redescendais, reprenant mes corps. On a vraiment l'impression de la friction que l'on reprend encore et encore. Quand on est tout en haut là-bas, on est cataleptique. Ça, je l'avais fait à peu près en 1904. Je crois que c'était 1904. Par conséquent, quand je suis arrivé ici, tout ça, c'était du travail fait et du domaine connu. Et quand il a été question de trouver le supramental, je n'ai eu qu'à recommencer mon expérience qui était très, très coutumière. C'est pas que je faisais, on m'avait appris à le faire à volonté. C'était un processus volontaire. Par conséquent, ce que j'ai fait avec Shirobindou, quand je suis revenu du Japon et que nous avons commencé à travailler, c'est, lui, il était en train, il avait amené la lumière supramentale dans le monde mental. Et il était en train de vouloir transformer le mental. Et alors il m'a dit, c'est curieux, c'est un travail sans fin. On a l'impression que rien n'est fait. Tout est fait et tout est tout le temps à refaire. Alors moi, mon impression à moi qui venait de l'ancien temps, n'est-ce pas, je lui ai dit, ça sera comme ça jusqu'à ce qu'on touche en bas. Alors au lieu de continuer à travailler dans le mental, tous les deux, n'est-ce pas, c'est-à-dire, c'était moi qui faisais l'expérience, n'est-ce pas,
comment est-ce qu'on peut appeler ça? Pratiquement, objectivement, lui, il avait l'expérience dans la conscience seulement, mais le corps ne participait pas. Tandis que mon corps a toujours participé. Et on est redescendu, et presque immédiatement, en 1 ou 2 jours, ça a été fait, du mental, en laissant le mental dans l'état où il était, n'est-ce pas, en pleine lumière, mais pas transformé d'une façon permanente, dans le vital, et puis ainsi de suite, assez rapidement. Il s'est passé une chose assez curieuse, quand on était dans le vital, tout d'un coup, mon corps est redevenu jeune comme j'étais quand j'avais 18 ans. Il y a un garçon qui s'appelait Pearson, pas Pearson d'ici, un Pearson qui était un disciple de Tagore, qui avait vécu avec moi au Japon pendant les 4 ans, et qui était revenu dans l'Inde et qui est venu me voir à Pondichéry. Et alors, quand il m'a vu, le soir, il était... Oui, il a dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il ne me reconnaissait pas. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques mois seulement. Et à ce moment-là, j'avais reçu de France, après quelque temps, j'avais reçu de France des vieilles photographies. Et Sciobino a vu ma photographie quand j'avais 18 ans. Il m'a dit, mais voilà, vous êtes comme ça. J'étais coiffé autrement, et j'étais redevenu à 18 ans. Ça a duré quelques mois. Et puis après, nous sommes descendus dans le physique. Alors, toute la difficulté a commencé. Mais nous ne sommes pas restés dans le physique. Nous sommes descendus dans le subconscient et du subconscient dans l'inconscient. Et on travaillait comme ça. Et c'est seulement, n'est-ce pas, quand je suis descendu dans l'inconscient que j'ai trouvé n'est-ce pas, la présence divine là, au centre de l'obscurité. Ce n'était pas la première fois. Parce que quand j'étais avec Théon, la seconde fois avec Théon, et que je travaillais là-bas, et je suis descendu une fois, quoi. Et c'était quand il voulait me faire trouver le mantra de la vie. Je suis descendu dans l'inconscient total, non individualisé, n'est-ce pas? C'était un inconscient général, total. Et là, tout d'un coup, je me suis trouvé en présence d'une quelque chose qui s'est ouvert, qui était comme une voûte ou une grotte, n'est-ce pas, qui s'est ouvert. Naturellement, c'était seulement comme. Et là, j'ai vu un être de lumière irisée qui était couché avec la tête sur la main comme ça et qui dormait. Et toute la lumière autour de lui était une lumière irisée. Et alors, Théon m'a dit, quand je lui ai dit ce que je voyais, il m'a dit que c'était le Dieu immanent, n'est-ce pas, dans le fond de l'inconscience, qui, par ses radiations, lentement, éveillait l'inconscience à la conscience. Mais il s'est produit un phénomène assez remarquable,
c'est que quand je l'ai vu, il a ouvert les yeux, il s'est éveillé. Et ça a été, il a exprimé que c'était le commencement de l'action consciente. Éveillé. L'autre expérience que j'ai eue, c'était, j'ai eu bien des fois l'expérience de la descente dans l'inconscient, toucher. Tu te souviens une fois, tu étais là, c'est arrivé ce jour-là, c'était à propos de la mort, c'était à propos de la mort divine. Mais cette expérience-là d'aller au fond de l'inconscient et d'y trouver la présence divine, la conscience divine, n'est-ce pas, la présence divine sous une forme ou sous une autre, ça c'est arrivé très souvent. Mais je ne peux pas dire que pour moi ce soit le procédé. De descendre là, ce n'est le procédé que quand on a pris conscience et on s'est identifié et qu'on ramène la force, n'est-ce pas comme M. Bidot dit, on la fait descendre, on ramène la force pour transformer. Et alors avec l'action de transformation, on pousse. Et là, n'est-ce pas, tout ce que les rishis décrivent, c'est absolument vrai, n'est-ce pas, cette bataille formidable de chaque pas. Mais il semblerait impossible de livrer cette bataille si on n'avait pas eu l'expérience de la jonction en haut. Ça, c'est mon expérience. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en avoir d'autres. Je ne sais pas. La prise de conscience du divin dans l'inconscient, ça on peut l'avoir assez vite. En fait, je pense que dès qu'on a trouvé le divin en dedans de soi, on doit pouvoir le faire. Mais est-ce que ça vous donne le pouvoir de transformer directement du suprême conscient, la jonction directe du suprême conscient avec l'inconscient, parce que c'est ça qu'on a, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que ça donne le pouvoir, comme ça, sans intermédiaire, de transformer l'inconscient? Je ne pense pas. C'est simplement, je n'en ai pas l'expérience. Parce que n'importe ce qui se passe maintenant, comme je l'ai décrit, j'ai tout ça qui est derrière. Et alors, est-ce que ça aurait pu se passer sans avoir tout ça derrière? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Il n'y a qu'une chose qui est certaine, c'est que dès qu'on a dépassé l'atmosphère terrestre, même jusqu'au mental supérieur, le plus supérieur, n'est-ce pas? Eh bien, cette sensation de haut et de bas disparaît. Tout à fait. C'est comme des choses qui font comme ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas des mouvements comme ça et des mouvements comme ça. Non, Je pense, n'est-ce pas? Je pense que c'est seulement quand on essaye de voir et de comprendre avec la conscience mentale, même je parle le mental supérieur, n'est-ce pas, que le problème se pose. Ça, je te dis ça parce que dès que j'ai lu ta lettre, j'ai répondu quelque chose que je vais suivre. Et puis alors je me suis trouvé tout de suite en présence de quelque chose que je ne pouvais pas formuler.
et qui vous donne naturellement l'impression de quelque chose que l'on ne sait pas. Je ne savais que ce que mon expérience. Et alors j'ai fait la chose habituelle, n'est-ce pas, du blanc, tourné vers la vérité, et j'ai interrogé Chiobino et par-delà. Disant que, n'est-ce pas, s'il y avait quelque chose à savoir, que ça me soit dit. Et puis alors j'ai laissé ça, je m'en suis plus occupé. Et seulement aujourd'hui, comme je venais, n'est-ce pas, ce qui m'a été dit, je ne peux pas dire employer le mot dit, mais enfin, ce qui m'a été communiqué, si tu veux, c'était que la différence entre les deux procédés, n'est-ce pas, la question que tu poses, est une différence purement subjective d'enregistrement de l'expérience. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre, mais c'était comme ça. Il y a quelque chose qui est l'expérience et qui sera la réalisation, n'est-ce pas? Mais ce qui paraît être un procédé pas opposé, mais en tout cas différent, c'est une la notation mentale subjective d'une expérience unique. Tu me suis? Voilà ce qui m'a été dit. Maintenant, je vais te dire ce que tu as. Ça, c'est la première réaction, n'est-ce pas? Quand quelque chose vient, je reste comme ça, puis j'ai une première réaction qui vient d'au-delà de ma tête. Mais c'est seulement juste, c'est comme le premier son qui répond. Et si je reste comme ça, il y a des choses qui viennent après. Ce qui vient après, c'est ce qui est venu après, c'est ce que je viens de te dire. J'ai dit, d'après mon expérience propre, ce que Madame Théon m'avait dit et ce que Chiobino m'a dit. N'est-ce pas? C'est là-dessus qu'a été la réponse immédiate. C'est en montant au sommet de la conscience, dans une ascension progressive, ce que je voulais dire par quitter le corps, c'était pas une parenthèse, qu'on s'unit au supramental. Mais dès que l'union est accomplie, on sait et on voit que le supramental est aussi au cœur de l'inconscient. C'est alors qu'on a l'expérience qu'il n'y a ni haut ni bas.
Mais pour transformer la nature physique, c'est généralement, j'ai souligné pour dire que je ne voulais pas dire d'une façon absolue, en redescendant les degrés de l'être avec une conscience supramentalisée, qu'on peut accomplir la transformation d'une façon permanente. Expérience, on peut l'avoir de toutes sortes de choses, mais ce que nous voulons faire, et ce dont Aurobindo a parlé, c'est-à-dire un changement qui ne se défera plus, qui persistera, qui sera une chose durable, comme les conditions terrestres actuelles. Alors je mets la transformation d'une façon permanente. Rien ne prouve que les rishis ont employé une autre méthode, quoique pour une autre, je fais des fautes d'orthographe, alors je ne peux plus me lire. Quoique pour effectuer cette transformation, s'ils l'ont jamais accompli, ils ont dû nécessairement forcer les chemins pour la lutte, forcer le chemin par la lutte à travers les puissances d'inconscience et d'obscurité. Oui, ce qu'ils décrivent, ça, c'est ce que l'expérience que l'on a dès qu'on descend dans le subconscient. Et une expérience continue, n'est-ce pas, toutes ces batailles avec les êtres qui ont caché la lumière, et tout ça, c'est une description absolument vivante de toutes ces expériences-là. Je les avais tout le temps à Tlemcen, et je les ai eues ici avec Aurobindo quand nous avons fait ce travail, et je les ai encore maintenant, ça continue agréablement. Ça, dès que on descend ici, n'est-ce pas, c'est ça, on a à lutter avec tout ce qui ne veut pas changer, qui domine le monde et qui ne veut pas changer. Tu négligeras les fautes d'orthographe. Maintenant, s'il y a autre chose que tu veux, peut-être que ça viendra. L'impression que j'ai eue très fortement après, c'était que la façon dont le problème se posait pour toi, c'était parce que tu le considérais sur un plan mental. Et que ça n'existe que sur le plan mental, que si on sort de là, il n'y a plus d'opposition ni de problème. Et ça, c'était... Tu sais, ces choses-là sont ténues parce que dès qu'on veut les formuler, ça échappe. N'est-ce pas, la formule déforme. Ce que je veux dire, c'est que cette conscience supramentale, ce n'est pas nécessairement quelque chose que l'on a en transe dans un autre monde. C'est quelque chose qui, les rishis ont, enfin, si j'ai compris, ont réalisé les yeux grands ouverts dans la vie quotidienne, non? Ça, je ne sais pas comment ils faisaient. Mais moi, je ne l'ai jamais eu en transe, et Aurobindo n'a jamais eu en transe. Nous n'avons jamais eu de transe. C'est-à-dire la transe qui fait qu'on perd le contact avec le corps et le... Il le disait toujours, et ça a été la chose qui... N'est-ce pas, quand nous nous sommes rencontrés, je lui ai dit, moi, j'ai commencé par lui dire, mais enfin, tout le monde parle, n'est-ce pas, des trans et du samadhi et toutes ces choses. Je lui ai dit, mais j'ai jamais eu ça, j'ai jamais perdu conscience. Alors on m'a dit, ah ben c'est comme moi. Et ça dépend du degré de développement.
Et c'est ce que Théon disait, n'est-ce pas? Théon disait on entre en transe seulement quand il y a, pour lui, n'est-ce pas, on était fait comme d'innombrables petits ponts, n'est-ce pas, et pour lui, il y avait des zones intermédiaires. Et il disait, si vous avez une zone intermédiaire qui n'est pas développée, là où vous n'êtes pas conscience, parce que ce n'est pas individualisé, à travers ça, vous êtes en transe. La transe, c'est le signe de la non-individualisation, c'est-à-dire que la conscience n'est pas éveillée. La conscience n'est pas éveillée. Et alors, vous entrez en transe. Votre corps entre en transe. Tandis que si vous avez la conscience complètement éveillée, vous pouvez être assis, vous pouvez, n'est-ce pas, garder tout le contact avec les choses et avoir toute l'expérience. Je sortais de mon corps sans aucune nécessité d'entrer en transe. C'était quand il voulait me faire travailler. Alors ça, c'est un autre business. Mais ça, c'était parce que c'était la force vitale qui devait sortir. C'était pas la conscience, c'était la force vitale. Et alors, je veux travailler. Alors là, il est nécessaire que le corps entre en transe. Mais même ça, très souvent, par exemple, quand je suis appelé et que je vais répondre pour faire quelque chose, évidemment, mon corps s'immobilise. Mais il n'est pas en transe. Je peux être assis, je peux être même au milieu d'un geste et m'immobiliser pendant quelques secondes. Mais ça, ce que je faisais avec Théon, c'était un autre genre de travail. Et ça durait 1 heure, n'est-ce pas? C'était un travail d'ailleurs assez périlleux. Et ça, c'était l'énergie vitale du corps qui sortait. Tout sortait. Comme quand on meurt. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu l'expérience de la mort. Mais ça, ce n'est pas nécessaire pour avoir toutes ces expériences-là. Théon, M. Aubineau n'avait jamais eu ça. Théon, lui, n'avait pas d'expérience. C'était Madame Théon qui avait toutes les expériences pour lui. Théon, il avait seulement la connaissance. Et M. Aubineau, lui, il m'a dit que ça ne m'était pour ainsi dire pas arrivé d'entrer dans l'inconscience du samadhi. Pour lui, tous ces domaines-là, c'était des domaines conscients. Il restait assis sur son lit ou dans un fauteuil. Et puis il avait... Naturellement, il est préférable, ça c'est une question de sécurité, il est préférable d'être confortable. Si par exemple on s'amusait à faire des choses comme ça debout, comme je les ai fait, c'est un peu dangereux. Mais si on est tranquillement étendu, on n'a pas besoin d'être en transe. Je ne crois pas d'ailleurs, je crois que d'après ce qui m'a été rapporté, pas physiquement, je crois bien qu'il pratiquait la transe, les lignes. Seulement, je suppose qu'il voulait obtenir ce dont M. Aubineau parle, une transformation physique du corps physique qui permette de vivre cette conscience au lieu de vivre la conscience ordinaire.
S'ils l'ont jamais fait, ça je n'en sais rien, parce que ce que l'on a, ce qu'ils ont écrit, ils ont simplement raconté ce que les forefathers have done. Alors, qu'est-ce que c'est que ces forefathers? Mais c'est quelque chose qui doit se trouver dans le corps, tout de même. Cette conscience, c'est quelque chose qui... Mais quand on a ces expériences, par exemple, toutes les expériences que j'ai eues dans le physique subtil, n'est-ce pas? Je les ai eues avec mon corps. Le corps il était en transe à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais la partie qui a l'expérience n'a pas du tout l'impression d'être diminuée de quelque chose, qu'il lui manque quelque chose. Et là, l'expérience avec une plénitude de vie, de conscience, d'indépendance, d'individualité. Ce n'est pas comme quand on sort dans une transe pour faire un travail et on se sent lié à son corps. Ça, c'est pas ça. Le corps n'existe plus. C'est quelque chose qui n'est plus là, n'est-ce pas, qui n'a même pas de raison d'être. Quand on le reprend, on est embêté. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'est-ce que c'est que ce fardeau inutile. Ce qui fait que si cette expérience-là devient permanente, on vit dans un monde qui est aussi concret, aussi réel, aussi tangible que notre monde physique. Avec les mêmes qualités de durée, de permanence, de stabilité, n'est-ce pas? C'est très difficile, parce que dès que nous notons, quand nous avons l'expérience, nous sommes libres, n'est-ce pas? À ce moment-là, comme je dis, le corps n'existe plus, n'a plus même de raison d'être, n'est-ce pas? On n'y pense plus, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Et on a tout un fonctionnement, et un fonctionnement objectif aussi concret que plus concret. Parce qu'il y a une perception de connaissance qui est beaucoup plus claire, plus tangible que notre façon de comprendre est toujours fumeuse en comparaison. Ce n'est pas le même phénomène que de partir en transe, d'être lié à son corps, de dépendre à lui pour son expression et tout ça. Mais quand on veut transcrire, il y a une espèce de travail qui se produit, n'est-ce pas? La première impression, quand on revient, il n'y a même pas de moyen de dire. Ça ne correspond à rien.